On a Fabien Olicard qui a publié une vidéo qui s'appelle « Les hypothèses sur la conscience ». Attention, ça part dans tous les sens. Moi, ça me pose problème. Il y a plein de mauvaises raisons de ne pas être d'accord avec ça, et puis il y a plein de bonnes raisons de ne pas être d'accord. Donc, le fait que Fabien Olicard batte en brèche les certitudes matérialistes sur qu'est-ce qui est la cause de la conscience, on part du principe que c'est le cerveau qui en est la cause, et dire que ça, on n'a pas des preuves totalement définitives, affirmatives, et qu'il faut être plus prudent que ça, pas de problème, dans la mesure où j'appartiens à la famille sceptique, alors moderne, hein, pas de problème, c'est très très bien de rappeler que nos modèles actuels sont imparfaits. On peut s'attendre à ce que, dans l'avenir, les connaissances actuelles soient réévaluées et qu'on aura peut-être des grosses surprises sur la nature de la conscience, sur comment ça marche, ce qu'elle fait, d'où ça vient, etc. Ok, il n'y a aucun problème, c'est une très bonne chose, mais c'est pas ce que fait Fabien Olicard. L'humilité épistémique, ça consiste à éviter de croire trop fort des idées trop fragiles. Et cette humilité épistémique, alors, on la voit de loin dans la vidéo, mais quand on la regarde de près, elle disparaît. Parce que dans un même souffle, M. Olicard argumente en faveur, alors, il argumente pas fortement, hein, il énonce, il montre des choses, on va voir ça ensemble, il n'est pas en train de militer pour ses récits, mais ce qu'il fait, c'est pire dans le sens où c'est plus dur à attaquer. Vous allez voir que moi, je vais me prendre des remarques, comme quoi je m'en prends à lui, alors qu'il n'affirme rien. Et ça, c'est la posture facile qu'on a entendue dans des documentaires complotistes, où les gens disaient « mais moi, je ne fais que poser des questions ». Où tout le dispositif rhétorique consistait à prendre des questions pour en fait insister lourdement sur le fait qu'on nous mentait, que etc. Et là, on est dans un entre-deux inconfortable. Fabien Olicard, moi je le trouve sympathique a priori, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. En plus, alors un truc quand même intéressant que je dois souligner, quand on regarde la description de sa vidéo, ici, il ne donne aucune source. Et ça c'est dommage. Fabien mettait des sources. Mais il donne quelques liens, et les liens qu'il donne, bah écoutez, c'est pas compliqué, il cite la tronche en biais. Avec une vidéo qui date de 2015, où on avait reçu Poisson Fécond, vidéaste qui humainement est super sympa, qui est super ouvert, qui était abonné à la tronche en biais, et qui avait fait une vidéo sur la vie après la mort, et qui avait dit pas mal de choses qui étaient vraiment pas correctes, pas vraies du tout. Et du coup, bah, j'avais écrit, est-ce que tu veux venir pour qu'on en parle? Il avait été très ouvert, on a fait une vidéo, qui était super, voilà, qui était très très bien, en 2015, ça date. Et il donne un deuxième lien vers l'émission beaucoup plus récente qu'on a fait avec Stéphane Charpier, qui reviendra le 3 février sur la tronche en biais, pour parler des frontières de la mort, puisqu'il avait écrit un livre justement sur le sujet qui s'appelait, j'ai oublié le titre de son bouquin, La science de la résurrection. Je le remercie de mettre ça en lien, et donc ça montre bien que c'est pas quelqu'un qui est en train de vouloir détruire le point de vue sceptique ou de la science. On ne peut pas l'accuser de cela. Mais il est dans une zone un peu plus floue qui, pour lui, est super confortable et met dans l'embarras la personne qui veut le critiquer. Juste un petit mot. La vidéo avec Poisson Fécond, elle avait donné lieu à la rédaction d'un livre qui est là et qui est sorti en 2016 et qui est réédité en 2026, augmenté, il est beaucoup plus épais, il a pris 40% de poids en plus. Le livre, c'est La vie après la mort, une approche rationnelle, je vous le conseille, et je vais vous en parler, parce que dans ce livre-là, en fait, la version qui date d'il y a 10 ans contenait déjà les réponses à toutes les questions que Fabien Olicard pose ou ne se pose pas trop dans sa vidéo. Sa vidéo, regardez bien, elle dure 24 minutes, moins la longue publicité au début, elle dure 20 minutes. Et en 20 minutes, il va brosser plein de choses et il va s'arrêter sur rien. C'est ce qu'on appelle un guiche-galope. On est là, on galope, on prend plein de choses. Et l'effet à la fin, ça ressemble aussi à un millefeuille argumentatif, c'est qu'on a l'impression que vraiment, il y a plein de raisons pour lesquelles la science ne comprend rien et dit n'importe quoi. Bon, alors en fait, c'est pas vrai. On va regarder ensemble, on va lire des extraits, et puis je vais vous les commenter. Là également, vous trouverez sur la menace théoriste la version écrite. Le premier propos qui vraiment me gêne beaucoup concerne la lucidité terminale. Qu'est-ce qui fait douter? Par exemple, des patients atteints de démence avancée qui, à l'agonie, juste au moment de partir,
juste au moment de partir. Retenez bien ça. retrouvent soudainement toute leur lucidité quelques instants juste avant de mourir. Quelques instants juste avant de mourir. Ce phénomène de la lucidité terminale est documenté. J'étais stupéfait quand j'ai découvert que 4 à 10%, selon les études, des malades d'Alzheimer très sévères vivraient une sorte de dernier sursaut de conscience très clair juste avant leur fin. Leur cerveau, pourtant, il est abîmé, organiquement parlant, les neurones y sont détruits. Alors, comment ils peuvent soudain discuter, converser normalement? Pour la théorie matérialiste, c'est incompréhensible. Il y a une autre... Pour la théorie matérialiste, c'est incompréhensible, donc on a des gens qui conversent normalement, etc. Alors si c'est vrai, c'est grave. La question c'est... Bon, alors, quand on entend ça, et qu'on n'y connaît rien, à première écoute, c'est super raisonnable. Il s'appuie sur un phénomène qui est réel, parce que ce phénomène de lucidité, il y a vraiment des papiers qui en parlent, hein. Il avance un pourcentage précis, 4 à 10%, et puis il pose une question qui est légitime. Si vraiment c'est le cerveau qui produit la conscience, et si vraiment on a des gens qui sont très très malades, dont le cerveau est bousillé par la maladie, et puis juste avant de mourir, ils récupèrent tous leurs moyens avant de disparaître, alors ça pose une difficulté. Ça veut dire que ce qu'on croyait être encapsulé, produit par une activité neuronale, qui n'est plus là, alors elle est produite ailleurs. Sauf que, quand on regarde de près ce que recouvre réellement ce concept, ça se fissure. Et donc, le problème, c'est pas d'évoquer des épisodes de clarté cognitive qui sont observés chez les personnes qui sont atteintes de démence sévère, parce que ces épisodes, ils existent. C'est vrai. Ils sont décrits dans la littérature médicale. Le problème, c'est que il faut savoir de quoi on parle, en fait. Comment ces observations sont nommées, quantifiées et interprétées. La lucidité terminale, déjà, pour être clair, ça n'est pas une entité clinique qui est définie. Des papiers en parlent, oui, mais ça n'est pas... Il n'y a pas de consensus sur ce que c'est. On parle aussi de lucidité paradoxale. Et les auteurs qui en parlent reconnaissent explicitement l'absence de critères standardisés. On ne sait pas précisément ce qui doit compter comme lucide ou pas, ni comment distinguer une fluctuation attentionnelle brève d'un véritable retour cognitif structuré. Sans définition opératoire claire, toute tentative de quantification est fragile. Et donc le chiffre 4 à 10% selon les études, c'est bien gentil, mais c'est trompeur. Parce que les travaux disponibles reposent sur des dispositifs qui sont très hétérogènes. Observation en soins palliatifs, revue rétrospective de dossiers, enquête auprès de soignants. Et donc, c'est pas la même chose qu'on mesure dans ces différents cas. On n'a pas les mêmes contextes, on n'a pas les mêmes critères. Les auteurs eux-mêmes soulignent que l'absence de définition empêche d'estimer une fréquence fiable. Les références, c'est Peterson et al. Et Teresi et al. 2022-2023. Donc présenter une fourchette chiffrée comme si elle résultait d'études convergentes, ça crée une illusion de précision. Et là, je le sais parce que je suis allé fouiller, Fabien Olicard, il ne donne pas les moyens aux gens qui le regardent d'aller regarder les études qu'il cite. Mais surtout, il y a un point décisif qui est ailleurs. Une fois que j'aurai dit ça, vous allez voir qu'en fait, cet effet, c'est un peu l'effet peau de chagrin. On vous dit un truc, waouh, et quand on regarde ce que ça veut dire, nous n'avons aucune preuve que ces épisodes de lucidité paradoxale soient plus fréquents à mesure que la mort approche. Dans la majorité des cas, le caractère terminal est attribué a posteriori. On observe un épisode de clarté, et puis le patient il meurt peu après, et on requalifie l'épisode comme terminal après coup, mais aucune étude ne montre un gradient temporel clair, ni une augmentation démontrée de fréquence dans les heures ou les jours qui précèdent le décès comparé à d'autres moments de l'évolution de la maladie. Même les études menées en soins palliatifs ne permettent pas de trancher ce point. Alors il y a une étude qui semble aller dans le sens de ce que dit Fabien Olicard, mais vous allez voir qu'en fait, elle le dit, mais rappelez-vous ce qu'il a dit, hein, dans les secondes qui précèdent la mort. Hein, dans une étude rétrospective réalisée dans un hôpital coréen, parmi les 151 patients décédés dans les services généraux, 6 d'entre eux, donc 4%, on parle de 6 patients, ont présenté, selon les témoignages des soignants, ce que les auteurs classent comme un épisode de terminal lucidity dans les 10 jours qui ont précédé la mort. Et la moitié dans la semaine qui précède. Donc on parle d'épisodes qu'on n'a pas expliqués, en effet, mais qu'on n'a pas quantifiés,
qu'on n'a pas définis, qu'on n'a pas décrits, et qui n'apparaissent pas dans les secondes juste avant. Autrement dit, ce que l'on sait, c'est que des épisodes rares de clarté cognitive peuvent survenir chez des personnes très atteintes tout au long de leur maladie. C'est vrai. Et est-ce qu'on sait pourquoi ? Moi, je ne sais pas, mais peut-être qu'il faut fouiller. Et parfois, ça arrive peu avant la mort. Ce que l'on ne sait pas, c'est s'ils sont liés spécifiquement à l'état terminal de la personne. Et sans cette démonstration, parler de lucidité terminale, c'est conceptuellement abusif. Ça ressemble à une reconstruction rétrospective exposée à tous les biais cognitifs ordinaires, biais du survivant, biais de science, etc., qui n'épargnent évidemment ni les proches des malades, ni les soignants. Mini parenthèse, la persistance de la croyance en l'influence de la pleine lune sur les naissances, y compris chez les professionnels de la périnatalité, devrait inciter à la prudence. Les gens qui sont au chevet des malades ne sont pas forcément capables de rendre compte de ce qui se passe sans être biaisés. C'est pas leur faute, on est fait comme ça. Et enfin, l'argument selon lequel ce serait incompréhensible pour la théorie matérialiste, ça c'est une pirouette rhétorique qui est classique et qui est très très indigente. C'est indigne de dire ça. Comme vous le savez pertinemment, je le sais, l'absence d'explication complète ne signale pas une impossibilité théorique d'expliquer les choses. Les chercheurs traitent ces épisodes comme un objet mal défini, difficile à étudier, mais pas comme une réfutation du lien entre cerveau et cognition. Sinon, on en aurait entendu parler ailleurs que chez M. Olicard. En résumé, le discours de Fabien Olicard n'a que l'apparence d'un raisonnement rationnel et scientifique, pour en réalité épouser la rhétorique avariée et 1000 fois réfutée des défenseurs du paranormal. C'est ce qu'on peut attendre d'une personne qui serait curieuse, mais incapable de se documenter sérieusement, et pas d'un influent vidéaste habitué aux grands médias et auteur de best-sellers. Je m'attends à mieux de quelqu'un de la stature de Fabien Olicard. La lucidité terminale sera un argument fort quand ceux qui l'utilisent auront produit les données qui en font autre chose qu'un slogan, voire une rumeur. Ça, c'était le point numéro 1. Autre anomalie qui doit forcément vous venir à l'esprit normalement, elle n'est pas simple à appréhender sans passer pour un farfelu. Je parle des expériences dites de mort imminente, les EMI ou les NDE en anglais. Il s'agit donc des personnes en arrêt cardiaque, cliniquement mortes, parfois pendant plusieurs minutes, qui reviennent ensuite à la vie et qui racontent Vous retenez ça ? Tout un vécu conscient. Donc avec la mémoire de ce vécu conscient. C'est généralement les mêmes choses qui reviennent, comme l'impression de flotter en dehors du corps, des visions de lumière, des souvenirs de leur vie. Parfois, elles décrivent avec plus ou moins de précision ce qui se passait autour d'elles, alors que leur EEG cérébral était complètement plat. Quand leur cortex ne monte Pause. Il prétend que l'expérience est vécue au moment où l'électroencéphalogramme est plat. Voilà, il n'y a pas d'activité. très plus d'activité mesurable. Si c'est le cerveau qui produit l'expérience de moi, l'expérience de la conscience, comment ces patients peuvent avoir des perceptions claires sans aucune fonction cérébrale active? C'est une excellente question. Très dur à expliquer, enfin impossible, et surtout ça manque quand même de protocoles fiables pour étudier le phénomène malheureusement. C'est basé essentiellement sur des témoignages qui, ok, parfois sont troublants, et parfois pas du tout. Mais si on garde en tête les échecs qu'enchaîne la... Les échecs qu'enchaîne, écoutez bien. Parfois sont troublants, et parfois pas du tout. Mais si on garde en tête les échecs qu'enchaîne la science à trouver une explication neuronale satisfaisante, alors on est obligé d'admettre que la théorie purement matérialiste est en crise. J'ai lu... Voilà, donc là il y a un problème. Parce que les échecs qu'enchaîne la science à trouver une explication neuronale satisfaisante, moi je les connais pas. Parce que les sujets qu'il évoque là, et vous allez voir qu'après il va revenir avec des exemples très très concrets, que je connaissais déjà, qu'on connaît tous lorsqu'on s'intéresse à ce sujet-là, et qui ont tous reçu, sinon une explication, en tout cas, une relecture des faits à la lumière de ce qu'on sait et de ce qu'on ignore, qui évacue l'idée qu'on aurait mis en échec la science ou le paradigme matérialiste. Donc, dans cette séquence, il se passe quoi? Fabien Olicard mobilise les expériences de mort imminente pour suggérer que la conscience pourrait persister indépendamment du cerveau
Et le raisonnement repose sur une formulation qu'on a déjà entendue plein de fois. Des personnes auraient vécu des expériences conscientes, riches, alors que leur cerveau était éteint. EEG plat, sans aucune fonction cérébrale active. À ça s'ajoute une expression lourde de sens, ces personnes seraient mortes avant de revenir à la vie. Alors, présenté comme ça, la situation semble poser un paradoxe frontal aux neurosciences. Et en réalité, elle repose sur une série de confusions conceptuelles qui sont bien documentées. Vous aurez les liens dans l'article. Confusion numéro 1. Ça concerne l'usage du vocabulaire. En médecine et en physiologie, on ne parle pas de personnes qui seraient mortes et puis qui reviennent à la vie. Cherchez bien, vous me direz si vous vous en trouvez. Cette manière de dire, elle appartient au registre des récits spirituels, ésotériques ou thérapeutiques alternatifs, et non au langage des sciences. Lorsqu'un patient est en arrêt cardiaque et qu'on le réanime, il n'est pas considéré comme mort, au sens biologique du terme, puisque la mort est définie soit par une destruction irréversible de l'encéphale, soit par l'impossibilité définitive de restaurer les fonctions vitales. Les EMI concernent des situations où la mort n'a précisément pas eu lieu. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui a vécu une EMI et qui peut vous en parler, cette personne, puisqu'elle est en vie, ça veut dire qu'elle n'est pas morte. Je suis désolé de devoir rappeler des choses de ce type-là. Et ce glissement lexical, en fait, il est caractéristique des discours popularisés par des figures comme Jacques Charbonnier, qui a été invité par Toxin cette semaine, et j'aurais voulu vous en parler, mais je n'ai pas eu le temps de regarder, donc on verra ça la semaine prochaine peut-être. Mais ce mode d'énonciation est étranger à la littérature médicale. Deuxième confusion centrale, elle consiste à assimiler un EEG plat à une absence totale d'activité cérébrale. Et ça, on sait que c'est faux. Un électroencéphalogramme ne mesure qu'un aspect limité de l'activité neuronale, essentiellement l'activité synchrone de larges populations corticales superficielles. Il ne renseigne ni sur l'activité des structures profondes, ni sur les dynamiques locales ou non synchronisées, ni sur des phénomènes transitoires rapides. Donc, dire avec un EEG plat, ça ne veut jamais dire que le cerveau est éteint, qu'il ne fonctionne plus et qu'il n'y a aucune expérience subjective. On ne peut pas le dire. Donc, il faut arrêter de le dire. Et cette distinction, elle est fondamentale. Et elle suffit, en fait, à invalider l'argument selon lequel une expérience consciente pourrait avoir eu lieu sans activité cérébrale. Puisque l'EEG n'est pas un bon critère, il faut arrêter de le dire que ce serait un bon critère. Bon. Mais il y a en plus une troisième confusion qui concerne la temporalité. Et en fait, la réponse, elle est là. Et la réponse, elle n'est pas nouvelle. La réponse, on la connaît. La réponse, je vous en parle dans mon livre. Les récits de EMI, on les recueille après l'épisode aigu. Parfois longtemps après. Parfois 10, 20, 30 ans après. Rien ne permet d'établir que le contenu subjectif rapporté par le témoin s'est formé pendant la phase correspondant à l'arrêt cardiaque ou à l'activité mesurée comme minimale. Plusieurs fenêtres temporelles restent parfaitement compatibles avec les données. Juste avant la perte de conscience, lors de phases de récupération partielle ou au moment du réveil. Le cerveau humain est particulièrement performant pour produire des récits continus et cohérents à partir de fragments discontinus, surtout lorsque l'événement est émotionnellement extrême. Et donc il faut ici rappeler un point qui souvent est oublié. La mémoire n'est pas un enregistrement fidèle des événements. Elle est reconstructive. Dans des contextes de stress intense, d'hypoxie, d'hypercapnie ou d'anesthésie, donc les conditions dans lesquelles surviennent souvent les EMI qui sont racontés, cette reconstruction, elle est d'autant plus malléable. Et donc on aura des récits qui vont être impressionnants parce que les gens vivent une situation extrême, le cerveau est dans un état extrême. Donc l'impression d'avoir vécu une expérience longue, structurée et située pendant une période d'inconscience peut être produite a posteriori, sans que cela implique une conscience maintenue pendant toute la durée de l'arrêt mesuré, et sans que ça implique que les gens mentent, bien sûr. Toutes ces explications, tout ce que je vous raconte là, c'est connu, c'est disponible, c'est dans mon livre depuis 2016, et donc j'estime, qu'en 2026, sur ces sujets-là, l'ignorance est un choix. Et c'est un choix qu'on devrait hésiter à plébisciter devant 2,3 millions d'abonnés. En se faisant, le VRP
d'un fallacieux appel à l'ignorance, Mathieu Olicard, à mon sens, manque à ses devoirs. Voilà. Face à l'absence d'une explication simple et intuitive, il ne faut pas considérer que la science est en crise et qu'il faudrait accorder du crédit au récit alternatif. Tout ça ne tient pas, en fait. Il suffisait de se documenter un petit peu, donc je ne sais pas comment il a travaillé ce dossier. Je ne sais pas. On va continuer pour parler du panpsychisme, parce que là, du coup, on va carrément quitter les sciences. Vous allez voir. Et pour les maladies neurodégénératives, ça serait donc une sorte de radio cassée qui capte mal la conscience qui, elle, serait encore OK. Autre théorie encore plus... Ça, voilà, au départ, il parle de la théorie non locale du cerveau. En fait, le cerveau ne serait pas l'émetteur de la conscience, ce serait un récepteur. C'est ce que raconte Jean-Jacques Charbonnier. Et donc, j'en ai parlé avec lui. Allez voir mon débat avec Jean-Jacques Charbonnier, ça, j'en discute. Et le problème que ça pose, c'est que c'est totalement irréfutable. Donc, en reparler encore, c'est chiant. Mais là, il aborde d'autres sujets qui sont moins traités et que moi, je ne traite pas dans mon livre. Du coup, on va pouvoir regarder un peu ce qu'on peut en dire et ce qu'il faudrait éviter d'en dire. Radical, le panpsychisme. Alors, pour eux, la conscience serait une propriété fondamentale ni du cerveau ni de quoi, de l'univers. Comme la gravité par exemple, ou la charge électrique. Au lieu d'émerger miraculeusement à un certain degré de complexité. Miraculeusement. Là, moi, franchement, Fabien, là, ça m'emmerde, ce que vous dites là. Ou la charge électrique. Au lieu d'émerger miraculeusement à un certain degré de complexité neuronale, la conscience, même infime, je veux dire, Parler de miracle, si le mot vous échappe, ça veut dire que vous avez une conception de la manière dont les sciences abordent ce sujet-là. Je ne sais pas comment le qualifier. Là, j'ai rien écrit dans le GMTR parce que je vais lire des phrases et puis je vais être méchant. Mais ça va pas. À un certain degré de complexité neuronale, la conscience, même infime, je veux dire, la toute petite conscience, serait présente partout. Donc, dans chaque particule, depuis l'origine de l'univers. Et ça s'appelle le panpsychisme. Oui, bien sûr, bien sûr. Des philosophes contemporains comme Philippe Goff défendent cette thèse où même un simple électron aurait une sorte de minuscule proto-conscience. L'idée est choquante, mais en faisant mes recherches, j'ai constaté qu'elle gagnait en ce moment en crédibilité. Je cite Goff qui dit « Il y a 15 ans, le panpsychisme s'était considéré comme quelque chose de risible. Aujourd'hui, c'est pris au sérieux. » Là, on est dans du Deepak Chopra, et Deepak Chopra, vous devriez savoir que c'est pas sérieux du tout. Hein. Alors, peut-être que Goff, lui, il fait ça de manière plus académique, plus structurée. Et je dis pas, en tant qu'objet intellectuel, le panpsychisme, on aura d'y penser, même de bosser dessus, hein. J'ai aucun problème. Mais de là à dire que c'est crédible, et que ça gagne en crédibilité, comme nous le dit Fabien Olicard, moi j'ai un doute. Hein. Notre cerveau serait alors un point de convergence où la conscience fondamentale de l'univers se regroupe pour former un petit esprit individuel. C'est vertigineux, mais surtout, c'est impossible à prouver. C'est une philosophie. Et cette philosophie a l'avantage de placer la conscience dans le tissu de la réalité plutôt que de la faire surgir de nulle part. De nulle part, voilà. On a le miracle et de nulle part. Donc c'est une philosophie et on ne peut pas la prouver. C'est un problème parce que si on ne peut pas la prouver, pourquoi est-ce qu'on en parle? Donc là, je suis désolé, j'aimerais être plus amusant que ça. Et pas être le pisse-froid qui vient dire « Ah là là, vous pensez mal !» Je suis désolé, mais là, il y a encore un problème. C'est que ces sujets-là, c'est super intéressant, mais ça mérite peut-être qu'on en parle en se documentant et en évitant de mettre à égalité tout et n'importe quoi. Le passage en question. Là, ça entretient une confusion fondamentale sur le statut réel du panpsychisme. Le panpsychisme, alors il le dit à la fin, hein, ça n'est ni une théorie scientifique, ni une hypothèse empirique en cours d'évaluation. C'est une thèse métaphysique assumée comme telle par ses défenseurs, par Goff également. Ça ne propose aucun protocole expérimental, aucune prédiction testable, aucun critère de validation ou de réfutation. Et à ce titre, ça ne concurrence pas les neurosciences. C'est hors champ. Hein. C'est presque plus hors champ que la psychanalyse, pour vous dire. L'affirmation selon laquelle le panpsychisme gagnerait en crédibilité repose en fait exclusivement sur une auto-certification discursive de M. Philippe Goff, qui est cité là, et elle ne correspond pas à un déplacement du consensus académique. Il n'y a aucun ralliement significatif du champ de la philo de l'esprit, en fait. Ce qui a évolué au mieux, c'est une tolérance
à la discussion de cette position dans certains cercles spécialisés, sans qu'elle soit immédiatement disqualifiée comme incohérente. Voilà, on est plus tolérant avec ceux qui disent ce type de dinguerie aux limites de l'irrationnel, et on présente ce changement de climat, en fait, où on est plus sympa, comme un gain de crédibilité. Et ben ça n'est pas honnête. Et sur le fond, le panpsychisme, en quoi, outre le fait que on pourrait dire c'est intéressant, et puis après tout, c'est peut-être plus puissant que les paradigmes actuels, etc. Pourquoi pas ? Alors on va regarder ce que dit sur le fond le panpsychisme. Il se heurte à une difficulté fondamentale, en fait, qui est reconnue d'ailleurs par ceux qui le défendent, le problème de la combinaison. Comment des proto-expériences, des petites proto-consciences d'électrons qu'on va attribuer aux constituants fondamentaux de l'univers, comment tout cela pourrait-il se combiner pour produire une expérience consciente unifiée, structurée et dotée d'un point de vue singulier ? En quoi l'hypothèse de proto-conscience qu'on ne sait pas définir, qui s'assemble pour créer un sujet pensant, c'est plus simple que le problème de l'émergence de la conscience à partir de matière inerte. Est-ce que c'est plus simple ? Est-ce que c'est plus parcimonieux ? Non, que ça implique de définir une conscience au niveau de l'atome. Moi, je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire, mais peut-être que je suis limité. Alors, David Chalmers, qui est pourtant un des philosophes les plus ouverts à ces familles de positions, il reconnaît explicitement que cette difficulté demeure sans solution pleinement satisfaisante et constitue un obstacle majeur pour les versions panpsychistes et pan-proto-psychistes qui circulent. Et surtout, le panpsychisme n'apporte strictement aucune explication supplémentaire. Il ne permet de prédire aucun phénomène nouveau et il éclaire aucun fait empirique déjà connu. Il ne rend intelligible aucune corrélation observée entre états cérébraux et états mentaux. En gros, il ne sert à rien pour mettre à l'épreuve ou produire des connaissances. Tous les résultats établis, effet des lésions cérébrales localisées, altération pharmacologique de la conscience, dépendance systématique de l'expérience subjective à l'organisation neuronale. Tout ça, ça reste exactement aussi mystérieux après qu'avant. Juste, on va le reformuler dans un vocabulaire ontologique qui est plus coûteux, qui est moins parcimonieux, et donc qui ne sert à rien. Et donc, c'est ce qu'on appelle en latin de la branlette intellectuelle. Dire que la conscience est partout, ça n'explique pas pourquoi elle disparaît sélectivement quand certaines structures cérébrales sont détruites. Ni pourquoi elle se fragmente, se déforme ou s'abolit selon les dérégularités neurobiologiques précises. Le panpsychisme ne résout aucun problème explicatif. Il remplace une question difficile, mais localisée par une affirmation globale qui ne contraint rien et qui n'explique rien, mais c'est confortable. Dans des repas, dans des dîners en ville, ça fait classe. Alors, si on écoute un peu ce que racontent les chercheurs, Dennett, il décrit ça comme une fausse profondeur, les positions qui donnent l'illusion d'expliquer la conscience en postulant au niveau ontologique ce qu'il faudrait précisément rendre intelligible. Churchland critique les constructions métaphysiques globales qui se substituent au travail progressif de l'explication neurobiologique, en y voyant une abdication théorique face à une difficulté neurobiologique réelle mais circonscrite. Et puis Searle, enfin, qui rejette à la fois le réductionnisme strict et les fuites métaphysiques, écarte explicitement le panpsychisme comme incapable d'articuler la conscience humaine avec la biologie du cerveau. Et pour finir, la conclusion, selon laquelle, c'est ce que me dit M. Olicard, elle serait impossible à prouver, quand il nous le dit, ça peut ressembler à de la prudence, un petit côté de « je ne suis pas dogmatique, moi ». Sauf qu'en fait, c'est une alerte rouge. Parce qu'une proposition qui est invérifiable de cette nature-là ne peut pas constituer une alternative scientifique. Elle est extérieure au champ de la connaissance empirique. Et donc la présenter, comme il le fait, comme une option crédible face aux neurosciences et aux paradigmes des sciences établis, sous prétexte que celles-ci n'ont pas encore tout expliqué, c'est le sophisme de la solution parfaite. Et ça revient à confondre l'incomplétude normale d'une science en progrès avec la fièvre spéculative de la métaphysique qui n'a jamais aidé à résoudre le moindre problème dans l'histoire du monde. Et donc, quand le public écoute Fabien Olicard et le croit,
Mon impression, c'est que les gens vont reculer dans leur parcours intellectuel pour dériver vers la croyance, au lieu de rehausser leur niveau de vigilance épistémique et de questionnement sur ces questions-là. En fait. Là, il leur apporte des réponses à la con. Alors qu'en fait, il devrait, s'il veut s'y intéresser, poser des questions. Et il ne peut même pas dire à la fin « mais je fais que poser des questions ». Non, il apporte des explications alternatives en disant quand même ça vaut vachement le coup. Et quand on regarde de près, au minimum ça tient pas la route et surtout ce n'est pas une alternative crédible. Alors ensuite, on va passer au quantique. Il fallait bien qu'on arrive au quantique. Troisième théorie qui mérite d'être citée, celle de la conscience quantique. Alors attention, j'ai lâché le mot quantique. Le mot quantique, c'est souvent le point de départ d'une affirmation, on va dire farfelue, qui voudrait se faire passer pour de la science qu'on ne saurait pas expliquer. Si vous voulez vous en convaincre, je vous recommande vivement la chaîne YouTube de G1000grammes, vous allez vous marrer. En tout cas, cette théorie est à la frontière de la science dure et de la pure spéculation. Le physicien Sir Roger Penrose et l'anesthésiste Stuart Emhoff proposent que la conscience émerge de processus quantiques au cœur même de nos neurones. Leur théorie, qu'ils appellent ORC pour Orchestration Objective Reduction, explique que des microstructures neuronales appelées des microtubules seraient le siège d'états quantiques cohérents dont l'effondrement produirait des étincelles de conscience. Dit comme ça, c'est un petit peu abstrait quand même. Il y a pas mal de scientifiques ou de figures de la pensée qu'on ricanait, comme la philosophe Patricia Kirkland, qui a comparé cette idée à de la poussière de feu dans les synapses. On voit ce qu'elle veut dire. Le principal argument des sceptiques, c'est de dire que le cerveau serait trop chaud et trop chaotique pour préserver des effets quantiques subtils. Mais les partisans de la théorie ORC-OR tentent de prouver ce qu'ils avancent avec des données. Par exemple, en 2024, Emhoff rapporte que des rats traités avec une substance ciblant les microtubules mettent plus de temps à perdre conscience sous anesthésie. Alors ça, c'est important, parce que je vais en reparler. On injecte à des rats une substance qui interagit avec les microtubules, et on constate qu'ils mettent plus de temps à perdre conscience. Alors après, il faut voir si la perte de conscience est en soi ce qu'on entend par conscience. Bon, bref, ça pose des problèmes de définition, mais le résultat existe. Il faut voir s'il est robuste, mais comme point de départ à la réflexion, c'est très très bien. Pour eux, ça suggère que ces microtubules jouent bien un rôle dans le fait d'être conscient. L'hypothèse quantique grappille chaque jour un petit peu de terrain, pas beaucoup, mais un peu plus à chaque fois, et on sait déjà que la physique quantique intervient dans la photosynthèse des plantes ou la boussole interne des oiseaux, alors on se dit, bon ok, pourquoi pas dans nos neurones. Encore une fois, c'est pas prouvé, c'est très 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 controversé, mais cette théorie offre un pont possible entre la matière cérébrale et quelque chose de plus profond dans la réalité. Ça voilà, mais c'est bien. Bon, donc là, on est encore dans un entre-deux. Je vais pas me répéter. C'est encore le même problème de posture, avec une sorte de pseudo-sagesse. On dit oui, moi je dis pas que c'est vrai, mais quand même c'est intéressant, parce que ça emmerde les gens qui croient ce que raconte la science. Alors du coup, on va quand même s'intéresser à la théorie dite de la conscience quantique, en particulier la version ORC-OR de messieurs Penrose et Emhoff. Et alors même si ces deux personnes sont des vrais chercheurs, leur théorie relève davantage de la spéculation métaphysique, habillée de vocabulaire physique, que d'un modèle explicatif opérant. Elle n'a produit aucune prédiction spécifique. Aucune intégration réussie avec les données massives des neurosciences. C'est des vrais chercheurs dans des vrais laboratoires. C'est pas des outsiders qu'on n'écoute pas. On les écoute, ces gens, ils sont importants. Penrose, il est très influent en fait. Donc quand il dit quelque chose, si c'était vrai et que ça pouvait s'implémenter avec le reste et s'intégrer dans d'autres modèles, ça serait le cas. Et leur théorie, elle n'est pas toute neuve. Ça a 15-20 ans, ou voire plus. Bon. Tout ça n'apporte aucun gain explicatif par rapport au modèle existant de la conscience. Donc, quand une hypothèse n'explique pas mieux, est-ce qu'on en a besoin ? Les quelques résultats expérimentaux qui sont évoqués, notamment sur l'anesthésie et les microtubules, qu'est-ce qu'on y voit ? Ils n'établissent en rien l'existence de processus quantiques jouant un rôle causal dans l'expérience consciente. Ils montrent au mieux l'implication structurelle du composant cellulaire déjà connu, les microtubules, sans lien démontré avec un mécanisme quantique spécifique. En plus, il est bien possible que la substance qui agit sur les microtubules, elle ait d'autres effets ailleurs, qu'on n'aura pas identifié encore. C'est peut-être plus crédible, ça, que dire qu'on a la preuve que la conscience est quantique et qu'elle a lieu dans les microtubules. Bon. Les analogies souvent invoquées avec la photosynthèse et la magnétoréception animale sont trompeuses en fait. Parce que ces phénomènes qui sont connus, c'est vrai, il y a du quantique dans la photosynthèse, il y a du quantique dans la perception du champ magnétique chez les oiseaux migrateurs, dans un des deux yeux, d'ailleurs je ne sais pas c'est lequel, je crois que c'est l'œil droit, c'est là que se trouve l'appareil de détection. On a des effets quantiques qui sont bien circonscrits, qui sont robustes, qui sont localisés et qui sont empiriquement caractérisés sans aucune analogie fonctionnelle avec la production d'états mentaux.
Donc c'est pas la même nature de phénomène. Et au passage, entre nous, ça démontre que on peut prouver l'existence de processus quantiques en biologie. Quand ils existent, on peut le montrer. Donc, citer la photosynthèse et la magnétoréception, qui sont des processus quantiques dans la biologie, c'est pas forcément le move fort qu'on pourrait croire. Parce que ça montre que si vous échouez à montrer que la conscience est quantique, c'est peut-être parce que c'est pas le cas. Parce que quand c'est le cas, on peut le montrer. Et donc, en l'état, la conscience quantique, je vais répéter, elle n'explique aucun fait établi, elle ne corrige aucun défaut identifié des modèles dominants, elle n'offre aucun outil conceptuel ou empirique pour progresser, elle ajoute du mystère, là où les sciences cognitives tentent précisément de le réduire. Ça n'éclaire personne sur nos connaissances réelles à propos de la conscience, surtout si on en parle pendant 20 secondes, comme Fabien Olicard, sans en faire aucun examen critique. Ce que je vous ai raconté, ce sera cette théorie. Fabien Olicard aurait pu vous le dire. Ça aurait été intéressant, on aurait appris les trucs. Mais vous vous rendez compte que moi, ma version, elle est beaucoup plus chiante que la sienne. Quand on regarde Fabien Olicard, on peut rêver, c'est sympa, en plus il a une plus belle lumière, c'est mieux produit, et ce qu'il a raconté, on peut le voir. Moi, ça va être plus exigeant, c'est un peu plus chiant, et je suis moins agréable. Bon. Passons à pas la fin, mais on avance avec l'Institut de noétique. Vous êtes prêts ? Je vous accorde 3 secondes. Et il y a 1, 2, 3, c'est parti. Et le coup d'être cité. Et puis il faut aussi que je vous parle d'une dernière théorie qui va encore plus loin que ça et qui suggère l'idée d'un champ de conscience global auquel on serait tous connectés. L'Institut des sciences noétiques, fondé par l'astronaute Edgar Mitchell, explore depuis des décennies l'idée que l'esprit peut influencer la matière à distance. La noétique, c'est quoi ? C'est l'étude de la conscience du point de vue de l'expérience interne. Je vous rappelle que lorsque j'ai parlé du travail de Madame Sylvie Détiolaz, qui a écrit des papiers avec Nicolas Fraisse qui peut sortir de son corps, elle appartient au centre noétique suisse. Donc la noétique, c'est une approche alternative de l'étude du psychisme, de la psyché, des états mentaux, de la conscience, etc., avec souvent une forte connotation quand même paranormale. Intérieur, donc pas seulement du cerveau. Il existe un projet très intriguant que j'ai beaucoup de mal à prononcer, donc le voici qui s'affiche. Et ce projet Global Consciousness Project, c'est pas dur. Mesure des générateurs de nombres aléatoires à travers le monde. Il aurait détecté des anomalies statistiques lors d'événements mondiaux, pas n'importe lesquels, par exemple des événements mondiaux chargés en émotions comme le 11 septembre 2001. Comme si la noosphère humaine, c'est-à-dire la noosphère ce serait l'ensemble de ce que l'humanité pense, sait, imagine et partage, un peu comme dans la série Pluribus si vous avez vu, donc comme si la noosphère humaine perturbait physiquement le hasard. Ce champ noétique reste bien sûr complètement spéculatif, mais l'idée est toujours la même. Est-ce que la conscience est vraiment dans nos têtes ? Est-ce qu'elle ne baignerait pas dans l'univers d'une certaine façon ? Et qu'en quelque sorte, nos cerveaux y puiseraient quelque chose comme des téléphones qui prendraient de la data sur un réseau. Je suis d'accord avec vous, ça ressemble à de l'ASF, mais de l'ASF qui titille quand même le sérieux de quelques labos. Alors tout ça c'est fascinant, mais... Voilà. Bon alors, qu'est-ce qu'on en dit ? Je vais vous parler du Global Consciousness Project, porté par l'Institute of Noetic Sciences, qui s'inscrit dans une tradition institutionnelle qui n'a jamais relevé de la recherche académique standard. Fondé en 1973 par l'astronaute Edgar Mitchell, ça on nous le dit, à la suite d'expériences personnelles vécues lors de la mission Apollo 14, l'Institut s'est donné pour objet l'exploration d'hypothèses explicitement parapsychologiques. Influence de l'esprit sur la matière, conscience non locale, psychokinèse ou encore perception extrasensorielle. Le Global Consciousness Project prétend détecter des anomalies statistiques sur des générateurs de nombres aléatoires lors d'événements émotionnellement marquants, mais repose sur une méthodologie profondément fragile. Absence d'hypothèses prédictives strictes, sélection rétrospective des événements et des fenêtres temporelles, multiplicité des tests sans contrôle rigoureux, des comparaisons multiples, et ce type de dispositif est parfaitement connu pour produire des faux positifs lorsqu'on explore de grandes masses de données sans plan d'analyse préenregistré. C'est une usine à produire du biais de confirmation. Les analyses méthodologiques indépendantes montrent que les écarts observés sont compatibles avec du bruit statistique et ne résistent pas aux corrections appropriées ni aux tentatives de réplication. Les liens seront en description. En l'état, ces résultats n'établissent aucune causalité, n'identifient aucun mécanisme plausible et ne fournissent aucun élément en faveur de l'existence d'un champ de conscience global. Ils illustrent surtout la persistance, sous un habillage technologique,
d'une hypothèse métaphysique ancienne que les outils statistiques ne suffisent pas à transformer en connaissance scientifique. Et je ne comprends pas qu'un vulgarisateur puisse en parler sérieusement sans mentionner ces failles gigantesques qui expliquent que cet institut ne jouisse d'aucune espèce de reconnaissance scientifique. Ça m'a pris 3 minutes pour vous le dire. J'aurais aimé que les abonnés de Fabien Olicard puissent également l'apprendre. Bon, après, on a pendant 5 minutes un truc épouvantable où Fabien Olicard va vous présenter les preuves troublantes de grands cas qui sont connus. Donc on a le cas de Pim Van Lommel qui sort un papier. Ça, j'en parle dans mon livre. Après, il parle du cas Pam Reynolds. Bah, ça, j'en parle dans mon livre. Après, il vous parle du projet Aware de Sam Parnia. Bah, ça, j'en parle dans mon livre. Et puis dans la réédition, je parle des nouveaux projets Aware de Sam Parnia qui ne concluent rien, évidemment. Donc, donc je le laisse me gloser là-dessus. Je vais vous dire pourquoi ça pose problème. Donc, il évoque pendant tout ce temps des cas spectaculaires, sans creuser, sans expliquer, mais en prétendant qu'ils mettent en échec les scientifiques et les sceptiques. Et c'est embêtant parce que s'il suffisait de 5 minutes pour mettre en échec le paradigme, alors ça se saurait. Et donc, peut-être que Fabien Olicard devrait être plus modeste, plus humble dans sa manière de parler de ces choses-là. Alors, qu'il s'agisse de l'étude de Van Lommel, de Pam Reynolds ou du projet Aware, après il parlera même de Eben Alexander, et là ça va m'énerver. Bon. On retrouve la même structure. On a des données observationnelles, on a des récits auto-rapportés, qui sont recueillis a posteriori. On a des mesures neurophysiologiques partielles ou indirectes, et une extrapolation ontologique qui dépasse très largement ce que les résultats autorisent. La littérature spécialisée a montré que de manière répétée, que ces dispositifs ne permettent pas d'inférer une conscience indépendante du cerveau, mais seulement l'existence d'expériences subjectives rapportées dans des contextes physiologiques extrêmes, mal contrôlés, et compatible avec des explications neurobiologiques ordinaires. Parler de ces travaux comme s'ils constituaient des preuves troublantes, tout en passant sous silence les critiques méthodologiques et les réfutations publiées, revient à faire de la sélection partisane des données. On ne présente plus un état du savoir, mais une mise en scène de l'ignorance scientifique exploitée à des fins de croyance. Que le neurochirurgien Romer Spelzer, qui a opéré Pam Reynolds, ait déclaré ne pas avoir d'explication, c'est ce qu'on verra à l'écran dans un instant, ne constitue en rien un résultat scientifique puisqu'il n'est pas expert de la littérature sur les théories alternatives dont il est question. Le cas Pamela Reynolds, quand on prend les faits connus, quand on regarde ce qu'il se passe, il ne permet en rien de conclure, de contredire le consensus actuel. Et pour le savoir, je vous conseille la vidéo qui a été publiée il y a presque 3 ans, c'était en février 2023, sur la chaîne de l'AFIS, une excellente vidéo qui vous raconte l'histoire de Pam Reynolds, qui revient en détail. Et là, on passe 36 minutes à vraiment regarder en détail ce que l'on sait et ce que l'on ignore du cas Pam Reynolds. C'est une excellente vidéo. Elle a fait 10 000 vues en 2 ans. Et on a Fabien Olicard qui fait 200 000 vues. Et si vous voulez comprendre le cas Pam Reynolds, courez sur la chaîne de l'AFIS, regardez la vidéo faite par le collègue dont le nom m'échappe. Pourtant, j'ai collaboré avec sa vidéo et je suis désolé, mais je suis nul avec les prénoms. Bref, revenons à Fabien Olicard. Parce que plus tard, c'est vraiment gênant, on y arrive bientôt, il va nous parler du cas Eben Alexander. Vous voulez un autre cas ? Il y en a un autre emblématique. Celui du docteur Eben Alexander, le neurochirurgien qui a vu lui-même l'au-delà. C'est pas mal. Son histoire, elle a fait la une du Newsweek parce qu'elle contient un twist de fou, puisqu'Alexander était un neurochirurgien brillant et surtout un sceptique total, accompli, qui défendait bec et ongle le fait que les EMI n'existent pas. Pour lui, c'était des récits, des hallucinations, jusqu'au jour où lui-même a basculé de l'autre côté. Donc là, on nous rappelle, Alexander, il était vraiment sceptique, il était critique de tout ça, et puis, d'un seul coup, voilà. Retenez parce que ça fait partie du narratif. En 2008, il est frappé par une méningite foudroyante qui le plonge dans un coma profond. Pendant 7 jours, ses collègues estiment que son cortex est hors service. Contre toute attente, il sort vivant de son coma, sans séquelles, et là, il affirme avoir vécu une expérience... Alors, juste pour info, le coma a été provoqué. Le coma a été provoqué par les médecins, justement pour éviter les dommages cérébraux. Donc, c'est pas si étonnant que ça. Fabien s'est-il renseigné sur ce cas ?
Oui, parce qu'après, il explique à quel point, dans le monde sceptique, on a critiqué ce cas. Mais s'il n'est pas capable de ne pas être dans le script du croyant lorsqu'il raconte l'histoire, je ne sais pas ce qu'il a lu, compris ou retenu des analyses critiques sceptiques. Il faudrait qu'il les lise, vraiment, en fait. Pardon, je m'agace, mais c'est... Et hors service, contre toute attente, il sort vivant de son coma, sans séquelles, et là il affirme avoir vécu une expérience de conscience totalement séparée de son corps, un voyage qu'il va décrire comme plus réel que la réalité dans un lieu spectaculaire, peuplé de nuées de papillons et de présences bienveillantes. Eben Alexander, l'homme de science cartésien, est maintenant persuadé d'avoir entrevu un au-delà de la conscience. Il a même publié un livre, ça s'appelle Proof of Heaven, c'est la preuve du paradis en français, qui est devenu un best-seller. La communauté scientifique, vous vous en doutez, n'est pas vraiment unanime par ça. D'un autre côté, il y a des figures comme le docteur Raymond Moody, c'est un des pionniers des études sur les EMI, qui déclare que c'est la plus renversante NDE qu'il ait jamais entendue en 40 ans. Jean-Jacques Charbonnier, le français le plus célèbre sur cette question, m'a dit pareil, les yeux dans les yeux, m'a dit le cas Eben Alexander, c'est le cas le plus fort des EMI. Et ben, je vous en parle dans mon livre. Et de l'autre côté, il y a les sceptiques qui font les gros titres en démontant toute l'histoire. Par exemple, il y a des journalistes qui ont fouillé son dossier médical et qui ont quand même suggéré que son cerveau n'était peut-être pas autant à l'arrêt qu'il le dit. Ouais. Il faut aussi remarquer que ces visions présentent des similitudes avec les effets de certaines drogues hallucinogènes, comme la DMT ou l'ayahuasca, qu'on prend des fois pour des rituels chamaniques. Bref, le cas divise, mais je trouve que ça méritait que je vous en parle, quoi qu'il en soit. Voilà, ça divise, mais ça mérite... Voilà, donc on creuse pas. Donc moi, j'ai un problème, c'est que Fabien Olicard, il passe vraiment vite sur les détails, en fait. Donc... Je rétablis quelque chose, mais je vais aller aussi vite parce que je vais vous renvoyer vers d'autres travaux. D'une part, est-ce qu'on a des preuves du passé sceptique d'Eben Alexander ? Devinez, la réponse est non. Lui, il le raconte. Mais moi, j'ai déjà discuté avec des gens qui sont des apologètes et qui vous expliquent qu'ils étaient non-croyants, puis d'un seul coup, ils sont devenus croyants, mais quand on regarde, on ne trouve pas de traces. On n'a aucune trace, aucune preuve, et pour le narratif, être un médecin, pour le coup un vrai neurochirurgien, qui en plus était un sceptique, c'est vendeur, c'est fort, et à mon avis, c'est du flan. J'ai pas la preuve, moi non plus, que c'est du flan. Mais est-ce que, en l'absence de preuves qu'il était sceptique, on va éviter de le dire ? On a en revanche les preuves, et c'est le cas de l'article journalistique évoqué par Fabien Olicard, il aurait pu vous le dire, que M. Alexander est un menteur. Il a mal travaillé en faisant des opérations. Il a laissé des séquelles à des patients, puis il a menti au tribunal. On a la preuve qu'il a menti au tribunal. Et ses ennuis font qu'il ne pouvait plus tellement travailler en tant que médecin. Et donc juste après, il a cette maladie, il a cette expérience. Et puis il a une seconde carrière. Depuis qu'il a fait son coma, il fait carrière, il a écrit 3 bouquins. Et puis juste pour revenir sur son coma, d'une part le coma a été provoqué médicalement. Et puis on sait, parce qu'on a le témoignage du médecin, de la docteure qui l'a suivi, que Alexander, on l'a réveillé plusieurs fois, et que plusieurs fois, il a déliré. Voilà, donc il était conscient, malade et délirant, et donc tout au long de la maladie, son cerveau n'était pas à l'arrêt. Donc l'expérience qu'il a vécue, on peut l'expliquer très bien, on n'a pas besoin de penser que le cerveau était HS. Son cerveau fonctionnait pendant tout ce temps-là, jusqu'à preuve du contraire en tout cas. Et donc ce monsieur, il a publié des livres, il en vit très bien, il fait des conférences, il a publié Proof of Heaven, donc les preuves du paradis, le voyage d'un neurochirurgien dans l'après-vie, 2012, premier best-seller, puis il a publié 2 ans plus tard The Map of Heaven, donc la carte du paradis, comment la science, la religion et les personnes ordinaires peuvent prouver l'après-vie. Et puis en 2017, il a publié Living, donc vivre dans un univers conscient, le voyage d'un neurochirurgien dans le cœur de la conscience. Il gagne désormais sa vie avec ces histoires, sans jamais avoir produit aucun travail scientifique sur la question. Monsieur Eben Alexander, qui est tellement sûr de tout cela, n'a jamais essayé de produire une preuve scientifique. Moi, je vous garantis que si j'étais neurochirurgien, et que j'avais vécu ça, et que je voulais, parce que c'est ce qu'il veut, prouver au monde que c'est vrai, eh ben, j'aurais les moyens, en fait, de mettre au point des protocoles pour apporter des preuves. Pourquoi Fabien Olicard ne vous parle pas de tout ça ? Je ne sais pas. Il y a une dernière phrase, à 23 minutes. Peut-être on est à l'aube d'un changement de paradigme majeur, d'une révolution de la compréhension de la conscience, c'est possible ou pas. Peut-être qu'on est à l'aube d'un changement, ou pas en fait, Fabien. Donc au final, Fabien Olicard prend soin de redescendre un peu, voilà, en affirmant qu'il n'y a pas de preuve concluante de tout ce qu'il a raconté,
et il plaide pour une simili-posture d'ouverture d'esprit face à des hypothèses présentées comme intéressantes. C'est intéressant. Je rappelle que être intéressant, faire son intéressant, ça fait partie de la définition du bullshit, tel que décrit par Sébastien Deguez dans son livre Total Bullshit. Voilà, donc c'est intéressant, et l'accusation de bullshitesque pour Fabien Olicard, on l'avait entendu il y a des années, il faisait attention, mais parfois il y revient. Et donc, cette prudence tardive qu'il exprime à la fin de sa vidéo, elle me suggère une question, je vous la soumets à votre sagacité. Quel est le projet de cette vidéo qui accumule des thèses fragiles, facilement démontables sans jamais les démonter, en les exposant comme si elles se valaient toutes? Le résultat prévisible, je ne sais pas si c'est le but, mais en tout cas, ce que je peux m'attendre à voir, ça n'est pas un gain de compréhension. Le spectateur a toutes les chances de ressortir moins clair dans sa tête que quand il est rentré dans la vidéo, avec l'impression que la science ne sait plus rien, que tout est possible, et que les modèles rigoureux ne valent pas mieux que les spéculations les plus aventureuses. À quoi est-ce que ça sert, sinon à produire de l'émerveillement flou, du mystère consommable, et donc des vues? Il y a un brouillage volontaire des registres entre science établie, hypothèse marginale, et spéculation métaphysique, qui est sans doute efficace commercialement. Je n'ai pas le succès de M. Olicard, donc il sait y faire pour vendre des bouquins et vendre accaparer de l'attention, etc. Il a beaucoup de talent. Ça permet de séduire un large public, de ménager toutes les sensibilités et de maximiser l'engagement, mais ça pose un problème éthique. Présenter des récits réfutés ou sévèrement critiqués sans en exposer les limites, ça revient à désinformer par omission. Et contrairement à ce que laisse entendre la posture faussement prudente de la conclusion, ces pratiques ne sont pas inoffensives. Elles alimentent durablement la défiance envers la méthode scientifique et entretiennent l'idée que la croyance vaut savoir, dès lors qu'elle est racontée avec du charme et de l'assurance, ce dont Fabien Olicard ne manque pas, assurément. Et moi, je vous propose peut-être d'aller regarder La vie après la mort, les réponses et les ondulations. Mon titre me déplaît parce qu'il est un tout petit peu putaclic, mais sincèrement, je suis au maximum de ce que je peux faire en termes de putaclic. Et cette vidéo, j'y reprends l'essentiel de ce qu'il y a dans mon bouquin. Donc si le bouquin à 12,50 € vous paraît exorbitant, la vidéo est gratuite. Il y a tous les liens, tous les contenus, toutes les références, je vous les fournis. Vous pouvez aller voir ça. Et vous verrez que la plupart des choses, en tout cas sur les EMI, parce que je ne parle pas du pompélisme, on a des réponses. Je ne dis pas qu'on a des certitudes, mais on a suffisamment de réponses pour savoir que les personnes qui prétendent savoir que leur alternative est vraie, non. En fait, non, elles n'en savent rien, c'est un peu prétentieux. Et donc, sur la question de la conscience et de ce que c'est, je vous conseille d'être présent le 3 février, c'est après-demain, à 20h, ce sera 20h, la tronche en live, avec Stéphane Charpier.